Bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence organisée par le cabinet Diagma qui a pour thème la supply chain, pourquoi et comment en faire un partenaire du business durable. Pour parler de ce sujet qui est vraiment un sujet d'actualité qui concerne toute notre communauté, deux experts, à commencer par Elisabeth Ozano, à qui je vais vous demander de bien vouloir se présenter. Bonjour Jean-Philippe, merci pour votre accueil. Effectivement, Elisabeth Ozano, consultante depuis toujours et associée chez Diagma depuis une dizaine d'années, où en particulier j'anime le pilier stratégie supply chain, qui a vocation à aider nos clients à faire de leur supply chain un partenaire du business durable. Eh bien, nous allons voir ça tout à l'heure. Et Olivier Dubouis, donc directeur général. Oui, bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous, enchanté. Écoutez, donc moi, effectivement, Olivier Dubouis, je suis associé directeur général de Diagma, où je travaille depuis une vingtaine d'années, et comme Elisabeth, j'ai une vie de consultant. Alors Diagma, un cabinet très connu dans l'univers de la supply chain, peut-être est-il quand même utile de le représenter à nouveau ? Pour présenter Diagma, qui a maintenant une cinquantaine d'années, qui est effectivement spécialisé en supply chain, ce qu'on peut dire, c'est que notre objectif, c'est d'accompagner nos clients à concevoir et mettre en œuvre d'ailleurs, une supply chain qui soit adaptée au business model, et je pense que c'est important, au service de vos clients et créatrice de valeur durable pour l'ensemble de l'écosystème. Donc valeur durable pour nos clients, mais pour les clients de nos clients, pour leurs fournisseurs, pour leurs salariés. Donc ça, c'est le métier qu'on fait depuis une cinquantaine d'années, même si ce n'était pas libellé comme ça il y a 50 ans. Et ça s'articule autour de 4 grandes thématiques d'intervention. La première, c'est effectivement ce à quoi faisait référence Elisabeth, stratégie supply chain. Donc là, il s'agit d'accompagner nos clients à faire le design de leur supply chain dans toutes ses composantes. Les aspects réseau physique, les aspects gouvernance, les aspects d'organisation, les aspects de système d'information. Donc quelles sont les grandes composantes de la supply chain? Comment est-ce qu'on l'organise? Comment est-ce qu'on la pilote? Ensuite, on rentre dans des études, ce qu'on appelle le network design. Donc là, il s'agit de se dire, compte tenu du positionnement et de la demande de mes clients, compte tenu de où sont mes fournisseurs, mes sources d'approvisionnement, combien est-ce que je dois avoir de sites de production et ou de distribution selon mon métier, à quoi est-ce qu'ils doivent ressembler, où est-ce qu'ils doivent être positionnés. Troisième composante, c'est ce qu'on appelle le pilotage des flux. Donc ça recouvre classiquement les processus de SNOP, de prévision, de planification et d'appro. Donc là, il s'agit de dire, comment est-ce que je pilote mes flux produits au mieux pour avoir le bon niveau de service client, tout en minimisant effectivement à la fois le coût de mes opérations et le cash. Et puis, dernière composante, c'est l'optimisation des opérations logistiques et transport. Donc là, il s'agit de réaliser de manière la plus efficace l'ensemble des opérations, que ce soit au niveau des entrepôts et du transport, tout en répondant aux objectifs business, économiques, environnementaux de plus en plus. Donc voilà un petit peu la palette de Diagma. Donc c'est rien que la supply chain, mais toute la supply chain. Alors, voilà, rien que la supply chain, tout est supply chain, et alors dans tous les secteurs d'activité, ça je pense que c'est aussi important. On intervient aussi bien chez des industriels, dans les produits de grande conso, que chez des distributeurs, même dans certaines entreprises de services. Et ça nous permet d'une part d'avoir des comparatifs d'un secteur à l'autre, d'avoir des idées qu'on peut récupérer, réutiliser, mais aussi d'avoir une vision complète, et c'est important quand on parle de supply chain, de filière end-to-end, depuis des aspects très très amont. Je vais prendre l'exemple du bricolage, par exemple, donc depuis des fabricants, par exemple, fabricants de ciment ou fabricants de matériel électrique, en passant par des grossistes, donc des gens par exemple comme Rexel qui vont distribuer du matériel électrique auprès d'installateurs ou auprès de gros de la construction, de distributeurs dans le domaine du B2C, donc des gens comme Castorama, Leroy Merlin, et aussi de e-players. Donc le fait de pouvoir travailler sur l'ensemble des acteurs de cette filière fait que quand on adresse une problématique, on l'adresse vraiment de manière globale, et ça je pense que c'est important. C'était le cas du bricolage, c'est pareil dans le cosmétique, dans l'agroalimentaire, etc. Des grands groupes, mais aussi des petites des entreprises. Alors des grands groupes et des ETI, de plus en plus d'ETI qui ont une problématique, une bonne problématique de croissance et de structuration de leur supply chain. Oui, tout à fait. Elisabeth, on continue la présentation. Oui, tout à fait. Donc ce qui nous semble intéressant, c'est peut-être de partir d'une définition de cette notion de business durable qui peut interpeller. On va effectivement parler de business durable maintenant. Alors, on propose une définition qui est la nôtre, en fait, avec deux facettes
La première, historique et classique, finalement, la durabilité d'une entreprise, elle est liée à sa capacité à durer sur son marché, Oui. dans son écosystème et face à son paysage compétitif. Et bien sûr, c'est la capacité à capter de la croissance, à la rendre rentable sur la durée, mais aussi de plus en plus, nous pensons aujourd'hui, une capacité de résilience par rapport à tout ce qui peut menacer, soit la compétition, qui est une menace classique et historique, soit de plus en plus maintenant les conséquences du réchauffement climatique, Oui. qui est tout de même installé, même si on le déplore, et qui a des influences directes sur la pérennité de l'entreprise. Pour citer des exemples, enfin, pour nous assez emblématiques de pérennité incroyable, il y a le groupe Saint-Gobain, qui a été créé par Colbert au XVIIe siècle, Oui. et qui est aujourd'hui un grand groupe international qui, autour d'un produit de départ qui est resté le verre, finalement a su durer de manière multiséculaire. Un autre exemple. Mais maintenant, ils font pas que du verre. Hein. Non, mais ils font toujours des produits autour du bâtiment, de l'isolation. Voilà, Mais chez Saint-Gobain. et ça reste un fondamental. Et l'autre exemple qu'on peut prendre, inverse, c'est celui de Kodak, par exemple, qui n'a pas su ou pu résister à Au numérique. l'innovation technologique, l'arrivée du numérique et le déclin de l'argentique. Voilà. Donc ça, c'est la facette classique du business sous l'angle de la pérennité. L'autre dimension que nous, on aime rajouter maintenant, c'est celle de l'ambition d'impact environnemental et sociétal. C'est-à-dire la durabilité, c'est aussi une forme de prétention des entreprises, alors soit parce qu'elles ont des convictions profondes, soit parce qu'elles y sont poussées par leur marché ou par leur environnement, à afficher des positions et des contributions à la préservation des ressources de la planète, à un usage sobre des ressources, un impact positif sur les êtres humains, le monde animal, ou une contribution à la circularité. Donc cette notion de business durable, pour nous, elle associe ces deux facettes-là. Et l'enjeu aujourd'hui pour une entreprise, c'est d'être performant sur les deux. Donc ce qui est notre point de vue au cœur de ce business durable, c'est l'offre produit-service en fait. Finalement, une entreprise dure, Saint-Gobain l'illustre, parce que l'offre produit-service reste attractive pour les clients, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Et on illustre au travers de ce schéma notamment le fait qu'une entreprise peut avoir différents segments de clients, avec des attentes potentiellement très diversifiées. On croise des clients qui travaillent avec des industriels, des distributeurs, des professionnels par exemple de l'installation et des particuliers, tout ça en même temps. Et le sujet, c'est comment on réconcilie le système d'attente dans une offre produit-service qui reste attractive. Donc, réfléchir à comment est perçue notre offre produit et comment sont perçus les services qui sont associés aux produits, ça c'est une des clés du succès pour les entreprises. Et je voudrais souligner en termes de services l'importance de bien différencier. Voilà, il y a services et services. Il y a les services de base qu'il faut pouvoir offrir autour d'une partie de l'offre produit et qui sont indispensables pour prétendre être sur le marché. Si on ne les offre pas, on n'est pas sur le marché. Mais ensuite, il y a la possibilité pour l'entreprise, en fonction de sa créativité, à proposer des services qui vont répondre à certains clients et correspondre à une valeur perçue telle que le client peut aussi accepter de les payer, cela. Et le degré ultime de service de ce type s'appelle le service intégré. Par exemple, la gestion partagée des approvisionnements, dans notre esprit, correspond à un type de service intégré qui suppose, pour que ça fonctionne, que l'entreprise et ses clients partagent des informations et intègrent leur système d'information pour y arriver. Alors concrètement, est-ce que vous avez des exemples à nous montrer ? Donc, par exemple, on peut citer un premier exemple d'un distributeur pour lequel on a travaillé, un distributeur de matériel électrique qui s'appuie finalement sur une offre produit unique, au sens d'une série, un catalogue relativement vaste, et qui associe des services différents à deux catégories de clients. Ce distributeur travaille pour des clients qui sont des artisans, qui sont dans des logiques d'organisation de chantier, de réalisation de chantier, avec une anticipation qui est souvent compliquée, ou parce qu'eux-mêmes ne sont pas suffisamment bien organisés
et planifient ont des besoins de proximité relativement importants. Donc l'entreprise a mis en place un service de J+1 avant 14 heures. L'artisan peut commander ses matériels la veille et puis récupérer les matériels en question à proximité de ses chantiers à 14 heures le lendemain matin. Au profit d'un système, d'un réseau physique qui s'appuie sur des centres logistiques, mais aussi un deuxième étage de distribution dans des agences, voire des flux, des points de récupération, des points de retrait. Ça correspond à une mission que vous avez fait chez eux, c'est ça? Ça correspond à un projet que dans vous avez lequel mené on est intervenu. Et on a aidé à perfectionner, en fait, ou à vérifier en quoi, à moyen terme, il était intéressant de faire évoluer le réseau physique amont de ces clients-là, pour que ça continue à bien fonctionner. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec une sorte enfin, ils ont défini le besoin et vous avez mis en œuvre l'organisation qui collait à ça. Historiquement, l'entreprise travaillait déjà depuis de longue date avec ses clients artisans et cherchait à vérifier s'il y avait matière à continuer à améliorer finalement la supply chain qui sert ce type de client. Mais la réflexion a aussi porté sur comment adresser un autre type de client avec un autre type de besoin. Donc, toujours dans le bâtiment, des clients qui sont en charge de construire des tours, par exemple, ou des ensembles bâtiments assez complexes, et qui ont besoin de récupérer un service logistique et des équipements qui sont calés sur le cadencement du chantier. En fait. D'accord. Donc là, l'attente, ce n'est pas de récupérer forcément des équipements le jour pour le lendemain, mais au contraire d'être sûr de récupérer des flux physiques qui vont correspondre à l'équipement du premier étage de la tour, puis celui du deuxième, et ainsi de suite. Voilà. Cadencé dans le temps, en fonction de l'avancement du chantier. C'est rare, non, dans ce genre d'études dans le BTP, c'est quelque chose que vous faites assez souvent ou c'est Nous, notre réflexion a consisté finalement à questionner notre client, qui sont vos clients, et quelles sont leurs attentes, et en quoi avez-vous intérêt à proposer des modèles de supply chain qui répondent à ce système d'attente au travers de l'offre produits-services que vous leur promettez. D'accord. Donc nous relions, la promesse que constitue l'offre produits-services et puis les moyens supply chain nécessaires et utiles pour y répondre. Et ça nous amène à différencier justement les propositions de modèles pour répondre à la diversité des attentes. Un autre exemple peut-être, Olivier ? Oui, volontiers. Bon, justement, je vais rebondir sur cette dernière question, Elisabeth. Dans le BTP, typiquement, c'est là aussi l'exemple de filière que je citais tout à l'heure. On a travaillé aussi, par exemple, pour une entreprise qui était chargée effectivement de construire une tour à la Défense sur l'optimisation des flux pour effectivement avoir amené tous les jours exactement ce qui était nécessaire et suffisant en fonction de l'avancement de la construction. Donc le fait qu'on ait travaillé pour ça était aussi intéressant comme vision dans ce qu'a évoqué Elisabeth. Sinon, effectivement, l'autre exemple que je peux prendre, c'est une mission à laquelle j'ai contribué pour un distributeur connu du domaine parfum et cosmétiques, avec un contexte de 2 éléments déclencheurs, le développement des ventes Internet, d'une part, et puis d'autre part, l'arrivée à échéance prochaine d'un contrat avec un prestataire logistique. Donc c'est une mission qui à l'origine était drivée par la supply chain. Ils disaient, ben voilà, aidez-nous à définir quels sont les besoins qui vont servir finalement de base au cahier des charges pour le renouvellement de ce contrat. On a progressivement effectivement construit avec les équipes marketing et avec les équipes aussi réseau, donc responsables des points de vente, quelque chose qui peut être résumé dans cette matrice-là, qui dit finalement quels sont les types de services. Alors là, c'est au sens délai qu'on peut proposer, donc de l'ultra rapide, c'est quelques heures, à un service standard, entre guillemets, qu'on a considéré comme étant J+2, J+3. Vers quel point de contact avec mon client? Donc, est-ce que c'est du point relais? Est-ce que c'est du retrait magasin? Est-ce que c'est de la livraison à domicile? Et sur cette matrice-là, quelle est l'offre produit que je vais mettre en œuvre? Donc, ce qui est résumé un petit peu par les petits flacons, là. Est-ce que je vais offrir tout mon assortiment disponible en 2 heures, je caricature, chez vous? Ou est-ce qu'au contraire, on va dire, voilà, je prends une palette, etc. Donc, on a défini un petit peu, avec l'ensemble des équipes, et en considérant aussi, c'est intéressant, les points de vente comme étant des points de stock aussi. Voilà, quelle était l'offre de service qu'on allait proposer.
Et aussi, c'est les petits billets. Est-ce qu'on faisait ça en service gratuit ou est-ce qu'on demandait une contribution au client et quel était le niveau de contribution? Et donc cette réflexion, elle a été validée en comité de direction, et c'est vraiment fondamental. Donc voilà, j'ai une offre produit-service sur laquelle l'ensemble de l'entreprise est d'accord. Et du coup, derrière, on a pu décliner, j'allais dire, relativement facilement. Qu'est-ce que ça voulait dire en termes de schéma supply, et donc donner ces éléments-là pour voir l'évolution des contrats de prestation. Alors, bien sûr, vous pouvez poser vos questions dès maintenant et nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre à la fin de leur présentation. Elisabeth, alors, en quoi justement la supply chain est-elle finalement le moteur du business durable? Oui. Donc nous avons chez Diagma cette conviction que c'est le moteur du business. C'est vraiment dans l'ADN de Diagma. Tout à fait. Alors il y a plusieurs raisons qui nous font dire ça. La première, c'est qu'intrinsèquement, la supply chain, c'est le processus le plus transverse de l'entreprise. Ouais. C'est vrai dans une entreprise de distribution, c'est encore plus vrai dans une entreprise industrielle. Et que de fait, elle est génératrice ou elle supervise en tant que fonction finalement une bonne partie des coûts de l'entreprise, des coûts des opérations industrielles et logistiques, une bonne partie du BFR et ce qu'on pourrait appeler les capitaux employés dans toutes les infrastructures ou bien dans les stocks qui circulent et qui tournent. Donc, ne serait-ce que cette raison-là, voilà, ça en fait un ensemble de moyens qui sont au cœur de la tenue de la promesse qu'on évoquait tout à l'heure, que recouvre l'offre produit-service. Mais il y a deux autres raisons. La deuxième, c'est que c'est le processus clé pour tenir la promesse. On stigmatise souvent la supply chain en disant c'est soit grâce à elle, soit à cause d'elle que le client n'est pas satisfait parce qu'on n'a pas le bon notif ou le bon OTD. Mais justement, la supply chain est contributrice d'une partie des services qui sont dans l'offre, les services logistiques, le délai, la qualité des produits acheminés, in fine, là où ils doivent arriver, ou des services qui impliquent des moyens, livraison urgente, GPA. Mais il peut exister dans l'offre produits-services de l'entreprise des services sur lesquels la supply chain n'a pas de contribution. Et il est important de bien faire la différence. Et dans le regard en particulier des marketeurs ou des commerciaux qui sont les porteurs un peu naturels de l'offre produit-service, que les attentes soient claires et que les attentes vis-à-vis de la supply chain soient claires et que les attentes vis-à-vis d'autres leviers le soient aussi. Et la troisième raison qui nous fait dire que la supply chain est au cœur de ce business durable, c'est que maintenant je pense que c'est démontré, de par l'ampleur des moyens et la nature des moyens qui sont engagés, il y a une contribution directe à la réponse aux ambitions environnementales et sociétales. Donc par le choix des moyens physiques, par le choix des localisations des lieux de production, des lieux de stockage, eh bien, la supply chain influence directement aussi la réponse à ces ambitions en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou de tout autre axe que pourra choisir l'entreprise. J'ai par exemple un exemple en tête de la filière viande qui s'est donné un objectif RSE qui est de la bientraitance animale sous la pression de l'environnement, soyons clairs, enfin de l'écosystème, qui donc a décidé de ne pas faire parcourir plus de 100 km aux animaux entre le lieu d'élevage et le lieu d'abattage pour garantir et prouver sa bonne foi en matière de bientraitance animale. Donc ça a une influence directe sur le réseau des abattoirs mis en place pour pouvoir assurer sa mission, qu'on la valide ou pas. Donc voilà, trois raisons clés en fait. Et donc, parler d'influence sur de la supply chain, Oui, au-delà de ces bonnes raisons, ces bonnes raisons ne sont pas suffisantes pour garantir que la supply chain a effectivement dans l'entreprise la place que notre plaidoyer essaie de mettre en évidence. Donc nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a différents degrés d'influence de la fonction supply chain. Le niveau quelque part le plus élevé et sans doute qui pourra constituer une cible, c'est celui de la position de co-leader, en fait, justement dans la construction de l'offre produit-service. Et pas leader, parce qu'il n'y aurait pas de sens non plus à ce que la supply chain soit purement leader, mais le co-leadership, de façon que la supply chain joue à pied d'égalité avec la R&D, avec le marketing, avec le commercial, sur finalement que promettons à nos clients pour être sûr qu'on est attractif et que donc notre développement sera là et accessoirement dans le respect de nos ambitions environnementales. Donc pour nous, l'exemple d'entreprise emblématique de ça, c'est Dell. Dell, dans les années 90,
est arrivé sur le marché du PC portable avec une offre en rupture, une promesse en rupture aussi. L'offre en rupture, c'était monsieur le client, vous aurez votre PC personnalisé à vos besoins en moins de 15 jours. Rétrospectivement, tous les fournisseurs ou les vendeurs de PC à l'époque n'arrivaient pas à fournir un PC en moins de 8 semaines. Donc ça, c'était novateur et c'était en rupture. La deuxième dimension de la rupture, ça a été le modèle supply chain finalement qui a été mis en place pour tenir cette promesse. Ouais. À l'époque, on disait tout le monde voudrait être Dell. Oui. Même Dell. Oui, c'était une référence. C'était une référence. C'était l'alliance d'un système où finalement le client n'allait pas dans un point de vente, ne voyait pas le produit. En revanche, avait un contact avec un interlocuteur qui captait son besoin, qui faisait le design de son produit. Oui. Et puis une supply chain qui a vraiment professionnalisé le système de la différenciation retardée. Et c'est vrai que c'était un beau cas d'école. Et c'était un modèle qui, depuis, a connu quelques déboires, mais qui, rétrospectivement, pour nous, illustre cette position d'influence, on va dire, la plus importante et la plus intéressante. Ensuite, il y a un deuxième degré d'influence qui est celui dans lequel la supply chain est force de proposition, au pluriel. Donc pour influencer tout de même le contenu de l'offre produit-service qui est proposé au client. Donc des contextes dans lesquels la supply chain a quand même voix au chapitre et à peu près entendu. Ça implique qu'elle soit vraiment positionnée au plus haut niveau de l'entreprise quand même. Tout à fait, tout à fait. Et là, on a quelques exemples illustratifs. Moi, j'aime bien citer l'exemple de Renault, qui il y a longtemps aussi avait communiqué sur sa tentative de mise à disposition d'un véhicule en 15 jours également, tout en disant on va vérifier si on peut tenir cette promesse. Je peux vous garantir que ce n'est pas le cas en ce moment. Et donc ça n'a pas abouti, mais Renault a pris le temps de vérifier avec sa supply chain si c'était possible ou pas, et a fini par annoncer que ça n'était pas possible de son point de vue, et donc a renoncé à faire cette promesse-là à ses clients. Voilà, je trouve intéressant cet exemple tout de même. Et puis Olivier va nous en commenter d'autres. D'autres exemples. Alors dans d'autres secteurs effectivement d'activité, moi il y a deux exemples qui me viennent en tête. Le premier c'est celui de Kiabi. Donc Kiabi qui a évolué à la fois en termes de concept magasin. Il y avait un concept un petit peu magasin de périphérie, très grande surface, pour aller vers des points de vente plus petits, pour multiplier les points de contact avec ses clients, qui évolue en matière d'offres de services avec effectivement tout ce qu'on est en mesure d'attendre maintenant de e-commerce, et aussi développement de vente d'articles de seconde main. Et donc il a fallu repenser effectivement la supply chain pour répondre à ces évolutions. Et là je vous incite à voir, elle en parlera beaucoup mieux que moi, le témoignage de Marine Pomard sur Internet. Elle a fait récemment une intervention qui est très intéressante et dans laquelle elle illustre un petit peu cette démarche. C'est assez instructif. Et puis l'autre exemple que je pourrais prendre, c'est celui de Decathlon. Alors, Decathlon, c'est un client qu'on accompagne depuis maintenant plus de 10 ans, régulièrement, et pour qui, effectivement, on a eu le plaisir de travailler à la demande de la supply chain sur une question de dire comment est-ce que j'organise effectivement mon offre de service et mon réseau de distribution pour servir les consommateurs dans toutes les occasions. Et toutes les occasions, ça va du classique, effectivement, magasin ou livraison chez moi, mais jusqu'à des choses qui sont aussi assez intéressantes, qui sont de dire, par exemple, là, je suis au bureau, j'ai une partie de tennis, j'ai oublié une boîte de balles, je vais pouvoir avoir très très rapidement une boîte de balles à ma disposition, mais c'est aussi effectivement de dire, ben voilà, j'ai des sports qui sont très très saisonniers, donc je vais être capable de servir les campings et les surfeurs dans le sud-ouest sur la période d'été. Donc comment est-ce que je fais pour répondre à ce pic-là et à cette demande un petit peu multiforme. Voilà. Donc on a été amené, avec les équipes produits, offres, réseau, là encore, à revoir effectivement l'offre de service et comment est-ce qu'on pouvait répondre à ça. C'est un exemple assez intéressant qui a mobilisé, je pense, une quarantaine de personnes chez Decathlon pour aboutir à la cible. On ne le dit peut-être pas suffisamment, mais finalement, la supply chain doit collaborer avec toutes les fonctions de l'entreprise, mais très en amont, finalement, dès la conception, on peut dire, du produit, non ? Complètement, Elisabeth. Si
tu veux l'illustrer, c'est vrai que c'est je pense, quelque chose de... Oui, nous on pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises, enfin la supply chain est dans l'écosystème de l'entreprise, à côté des autres fonctions, voilà, à côté, ni au-dessus ni en dessous, à côté. Ouais. Et il est intéressant que la collaboration se déroule bien. Nous on voit 4 axes en fait de collaboration clés. Le premier, vous l'avez cité, Jean-Philippe, c'est les relations avec la R&D et le marketing, ceux qui sont classiquement au cœur de l'offre produit, du design produit et de ses packaging. Et on a aussi un exemple illustratif de l'intérêt de la collaboration. Schneider Electric, par exemple, qui est plutôt assez très performant même en matière de supply chain. Et je pense que la direction générale en a fait un levier, a parfaitement compris quoi en tirer. Mais sur l'exemple de la conception de produit d'un disjoncteur, par exemple, qui, dans le passé, finalement, dès qu'il y avait un problème, il fallait remplacer le disjoncteur et on générait des déchets. Et donc, c'était pas terrible. Et un redesign du disjoncteur a permis de, finalement, pouvoir remplacer une partie qui ne fonctionnait plus, remplacer une pile ou de manière assez aisée. Et donc a contribué à prolonger la durée de vie de la plupart de l'équipement et en générant beaucoup moins de déchets. Et ça, c'est bien le résultat d'une collaboration plus intelligente entre la supply chain qui était maître du terrain de la mise en place et ainsi de suite, et puis les concepteurs qui sont plutôt dans les bureaux, parfois dans des tours d'ivoire, et qui ne soupçonnent pas forcément toutes les conséquences d'un design donné. Donc ça, dans le monde de l'équipement électrique, électronique, ça c'est un levier extrêmement important. Autre exemple ? L'autre axe de collaboration utile, c'est avec le marketing et le commercial. Donc on l'a déjà dit plusieurs fois depuis le début de la conversation, dans la co-définition de l'offre de services pour répondre aux différentes attentes des segments de clients. Là, pour nous, il y a un exemple. On peut parler effectivement L'Oréal, de ce qu'a fait L'Oréal, donc qui a développé l'approche direct to consumer. L'objectif étant double, je pense, pour L'Oréal. Le premier, c'est de mieux connaître ses clients en ayant une relation directe avec eux, donc accumuler beaucoup d'informations sur les attentes, les besoins des clients. Et puis le deuxième, c'est entre guillemets de remonter, d'intégrer la chaîne de valeur. En vendant directement. Donc ça a nécessité effectivement un travail assez important entre la supply chain, le marketing et le commercial, qui s'est traduit aussi, quand j'en discute avec les gens de L'Oréal, par finalement des transferts, c'est-à-dire que les coûts supply chain ont augmenté. Donc si je regarde que ma supply chain, si je m'en tiens à des ratios classiques de coûts logistiques ou autres par rapport au chiffre d'affaires, les coûts ont augmenté. Mais par contre, ça s'est traduit par une baisse des coûts de commercialisation, puisque j'avais un, entre guillemets, intermédiaire de moins. Et donc, au global, c'est bien dans la vision transverse et globale du flux produit end-to-end, avec l'ensemble des directions, qui a un business case qui a été présenté et validé par la direction, de dire oui, on y va, et c'est finalement créateur de valeur pour L'Oréal dans son intégralité. C'était un vrai changement culturel chez L'Oréal, parce que c'était distribué uniquement par la distribution sélective. Ils avaient un tout petit truc qui s'appelait le Club des créateurs de beauté depuis très longtemps, qui, quand j'ai commencé jeune consultant, j'ai travaillé pour eux dans les fins des années 80 déjà, mais c'était vraiment quelque chose de très très isolé. Et là, il y a eu un switch quand même important, qu'on a vu aussi par exemple beaucoup dans le luxe, enfin voilà, cette notion de dire voilà, tout le monde finalement va vers son client. Et ça accroît aussi la réactivité, la possibilité d'avoir un accès direct aux consommateurs, surtout dans un univers où les influenceurs sont très... C'est super important d'avoir ce contact direct avec les consommateurs, on se rend compte que c'est fondamental. Mais derrière, il faut la bonne supply. Oui. L'autre volet plus classique du partenariat entre le marketing commercial et la supply chain, il est lié au SNOP. Voilà. Quand le SNOP fonctionne suivant les règles de l'art, dans l'entreprise, eh bien, on peut considérer qu'on est sur une codéfinition des moyens qui vont permettre de servir la demande en réponse aux objectifs économiques et financiers. Et là, la coopération prend toute son utilité. Mais le bon fonctionnement dépend de la bonne adhésion à un SNOP performant et de la capacité à le dérouler selon les règles de l'art. Il y a un troisième axe sur lequel nous on insiste aussi en termes de partenariat, c'est avec les achats.
Parce que la supply chain, c'est aussi finalement faire fonctionner des sources, matières, composants ou produits finis pour un distributeur et bien architecturer le réseau physique qui se situe entre les sources et puis entre les clients. Donc plus la supply chain comprend et influence finalement le choix des sources, qui est souvent l'apanage des achats, plus elle va avoir donc d'influence sur la capacité à bien servir les clients, mais aussi au travers de choix de sources qui répondent à des objectifs économiques et des objectifs également environnementaux ou RSE. Donc la collaboration, elle doit aussi fonctionner dans ce sens-là. Et puis le dernier axe, je l'ai déjà un petit peu cité, c'est celui des interactions ou de la co-conception, là aussi, de services attractifs et des moyens associés avec les directions RSE ou les directions de services quand elles existent. Chez certains de nos clients, il y a une direction des services dont la mission est de penser les services de demain attractifs pour les clients pour que le business, on va dire, soit florissant. Et là encore, le fait que des directions de services pensent conjointement avec la supply chain les services en question est plutôt très utile. On aime bien citer le cas de Leroy Merlin, donc, qui a introduit dans son offre de service aujourd'hui la possibilité pour un client qui a acheté un équipement chez Leroy Merlin ou pas, de le faire réparer ou d'accéder à des pièces de rechange ou de le réparer lui-même, ce client et cet équipement, au travers d'un partenariat avec un acteur qui s'appelle Sperca, qui est un gros fournisseur de pièces de rechange électroménager. Et voilà, là on a pour moi l'illustration de... Et ça, c'est vrai que c'est un sujet auquel on ne pense pas forcément, mais c'est effectivement la supply chain mise en place autour du produit pour l'accompagner tout au long de son cycle de vie. Exactement. C'est vraiment... Et je veux dire, jusqu'à vraiment, entre guillemets, la fin de vie, hein. J'ai illustré par un exemple. On est en contact donc, avec une entreprise qui s'appelle Phoenix, dont l'objectif, en fait, est d'aider les fabricants ou les distributeurs à valoriser les produits qui ne sont plus vendables en le cédant à des associations. Alors il y a des mécanismes d'incitation fiscale qui font que c'est intéressant pour l'industrie et pour les distributeurs, et la mise en place d'une supply chain effectivement qui permet de dire que ce produit qui jusqu'à présent était considéré comme entre guillemets mort, on lui donne une utilité et ça crée de la valeur pour le fabricant, encore une fois le distributeur, mais aussi pour les associations derrière et donc les gens qui ont besoin de ces offres-là qui ne peuvent pas forcément les avoir. Et quand on parle d'économie circulaire, là, ça devient vraiment... Voilà, c'est vraiment le end-to-end. Parce qu'on a vraiment besoin, dès la conception finalement du produit, d'anticiper. Qu'est-ce qui va se passer et quelles sont les filières, là où les filières que je vais mettre en place pour vraiment gérer ça au mieux. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la supply chain joue pleinement son rôle en matière de développement durable? Oui, donc nous, ce qu'on conseille finalement à une entreprise qui souhaiterait valoriser sa supply chain de cette manière-là, c'est de viser 5 choses. Oui. La première, c'est d'avoir une approche supply chain étendue, en fait. Alors, c'est assez naturel et assez facile à faire chez un distributeur. La supply chain est pilotée de manière étendue assez naturellement. Dans les entreprises industrielles, c'est déjà un peu plus compliqué. On a souvent des silos organisationnels correspondant aux différents maillons, la production, la distribution. Et plus la supply chain est étendue au sens géographique du terme, plus souvent il y a de silos qui sont portés par les frontières organisationnelles. Donc c'est difficile d'avoir une approche transverse, mais voilà, on encourage ça parce qu'à partir du moment où il y a un gouvernement transverse de la supply chain étendue, là on a des degrés de liberté, ou en tout cas les degrés de liberté les plus importants pour repenser ce qui doit l'être, les flux, les moyens, les processus, les rôles, les responsabilités, et être au service de ce qui fait l'attractivité de l'entreprise pour ses clients. Donc s'il faut concevoir des nouveaux produits, eh bien, une supply chain transverse va repenser plus facilement, plus rapidement tous les impacts sur l'ensemble des moyens, voilà, en étant propriétaire du tout. Donc ça, c'est un axe important, même si c'est difficile à faire. Le deuxième qui en découle un peu, c'est que le directeur supply chain soit au CODIR. Donc il siège à côté, tous ceux qui nous regardent ne peuvent qu'adhérer. qu'il ou elle puisse siéger à côté du directeur commercial, des autres membres du CODIR, voilà, à pied d'égalité.
Le troisième levier, on l'a déjà un peu évoqué, mais je le reprécise, c'est la capacité à bien faire fonctionner ce processus de décision transverse qu'est le SNOP ou l'IBP. Parce que l'important, c'est pas uniquement de décider comment équilibrer les charges et les capacités, c'est de prendre des décisions business, voilà, d'utilisation des moyens de la supply chain pour maximiser finalement l'impact business. Et le fait d'avoir un manager de ce processus qui soit rattaché à la supply chain étendue par ailleurs, pour nous, est le facteur de succès. Voilà. Et puis après, il y a deux autres facteurs de succès qui sont moins facilement réunis, de notre point de vue. C'est le fait que la fonction supply chain soit impliquée dans le fait d'aller capter les attentes des clients. Souvent, le marketing et le commercial revendiquent cette propriété-là. C'est à nous qu'il appartient d'aller sonder les clients. Préconiser donc un dialogue plus et régulier. Nous préconisons effectivement que la supply chain soit présente dans les démarches qui sondent les clients. En particulier pour renforcer la nature des échanges. Souvent, les entreprises mènent des enquêtes clients, finalement en envoyant leurs commerciaux, interroger les acheteurs côté client. Voilà. Donc c'est un type de relation qui est important à capter et à comprendre. Mais il est aussi important que les logisticiens de l'entreprise rencontrent les logisticiens des entreprises clientes. Parce que ces gens-là, ils parlent aussi de leurs difficultés au quotidien et ils peuvent révéler des besoins et des attentes que n'auront pas forcément vu les binômes commercial-acheteurs de part et d'autre. Donc nous encourageons ça. Nous encourageons que la supply chain soit impliquée dans la mise au point des questionnaires d'enquête, de satisfaction ou d'attente pour pouvoir enrichir la chose et capter finalement plus de besoins, donc se donner des éléments d'enrichissement de l'offre produit-service qui répondent vraiment à ce qui est attendu. Et enfin, le dernier facteur de succès, c'est finalement instaurer un processus aussi récurrent qui permet de revisiter le contenu de l'offre produit-service. Donc au rythme où l'entreprise se dit « moi je vais introduire des nouveaux produits parce que je vais attaquer des nouveaux clients ou des nouveaux marchés », faire en sorte que la supply chain soit impliquée dans ce processus-là et puisse suffisamment tôt dans le processus de conception ou de décision d'introduction des nouveaux produits, donner un avis et influencer soit le design du produit, soit la définition des procédés de fabrication ou de mise à disposition client. Et ça c'est plutôt assez innovant. Nous, on l'a expérimenté chez certains clients avec bonheur, même si la difficulté est de convaincre, puisque c'est un autre fonctionnement transverse, de convaincre et d'embarquer différentes fonctions dans cette façon de réfléchir. Voilà. Faire en sorte que le commercial et le marketing se disent « oui, comptons avec la voix de la supply chain, ça va nous aider à penser des services vraiment attractifs à valeur ajoutée et sur lesquels on va pouvoir faire une promesse qu'on va être capable de tenir. » Face à ces enjeux, quelle démarche vous proposez à vos clients ? Donc nous, on propose... On propose en fait de les accompagner, de leur apporter finalement qu'est-ce qu'on va apporter. Premier élément, c'est cette capacité justement à travailler avec l'ensemble des équipes, à faciliter un process pour aboutir à élaborer, partager cette cartographie, offre, produit, service, qui est quand même la base de travail derrière pour articuler la supply chain. Bien entendu, derrière, on apporte l'expertise pour construire les bonnes supply chains, là où les bonnes supply chains pour répondre à cette offre produit-service. Et puis, je vais rajouter aussi un point, je pense, qui est important, c'est qu'au-delà de ça, et vous l'avez peut-être senti dans les échanges là, qu'on vient d'avoir et qui vont se poursuivre, j'espère, avec les questions, voilà, une envie, une passion même d'accompagner nos clients pour évoluer et faire, encore une fois, de leur business un business durable pour l'ensemble de l'écosystème. Et je pense que c'est, voilà, au-delà de l'aspect technique, je voudrais insister là-dessus, c'est vraiment des équipes de gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire avancer les choses. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. On va se tourner vers la régie pour savoir si nous avons des questions, de nombreuses questions. Hervé, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire si nous avons des questions ? Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous.
Une première question. Face à la contraction mondiale de l'offre en matériaux et en énergie, comment la supply chain va-t-elle s'adapter? La décroissance est-elle à l'ordre du jour des décideurs dans les entreprises? Allez, vas-y Elisabeth. Alors, j'entends deux questions dans la question. L'adaptation, la capacité d'adaptation. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, je pensais au cœur de la réponse. Oui, la supply chain doit être consultée, impliquée dans les réflexions sur comment on fait face aux pénuries le mieux possible. Le SNOP peut aider aussi, bien sûr, dans ce cadre-là. Et là, on est dans l'univers de l'adaptation permanente. Enfin, nos clients le vivent au quotidien. Mais dans la question, j'entends aussi, est-ce qu'on peut concilier finalement la croissance de l'entreprise avec une stratégie de développement durable Je pense qu'il y a quelque chose, et l'aspect pénurique va dans ce sens-là aussi. Enfin, moi, j'aime bien employer le terme de frugalité. Je pense que maintenant, les supply chains doivent devenir plus frugales et aider l'entreprise à être plus frugale. Alors, mais c'est un exercice alors, qui est fait effectivement sous contrainte. Et quand on est sous contrainte et qu'on doit réagir rapidement, il y a des actions court terme et qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre, mais qui, je pense, vont dans le sens d'inciter finalement d'avoir des supply chains de plus en plus optimisées. C'est ce que fait Diagma depuis 50 ans. Cette optimisation, elle se traduit par la frugalité. Donc la capacité, effectivement, à répondre au mieux en limitant l'emploi des différentes ressources, matières, énergie. Un exemple que je peux citer là-dessus, un client qui fabriquait des ciments spéciaux, la supply chain et l'industrie ont travaillé sur des brûleurs qui permettaient de brûler, parce que le ciment ça fait appel à des fours de combustion à très haute température, qui permettaient finalement de brûler des produits qui étaient des sous-produits de la distillation du pétrole, etc., et non plus le pétrole ou du gaz. Bon, voilà, un exemple effectivement de frugalité et de co-travail entre la supply, les achats et l'aspect industriel pour essayer d'optimiser un petit peu l'emploi des ressources. Voilà. Mais frugalité ne signifie pas forcément décroissance pour boucler. Non, c'est efficience et pas décroissance. Mais croissance durable. Croissance durable. Hervé ? Quand les autres fonctions considèrent la supply chain comme suiveuse, comment les convaincre que l'on peut être plus moteur? Et qui convaincre en premier? Alors moi, je pense qu'il faut convaincre le DG. Je pense que le directeur général ou la directrice générale ont un rôle clé à jouer d'influenceur là-dedans. Après, on peut influencer par exemple une fonction marketing commerciale en expliquant que faire une promesse de délai trop courte et qui n'est pas accessible peut être contre-productif. Parce que si on ne sait pas tenir une promesse, ou pas de manière suffisamment récurrente dans le temps, on s'expose à des insatisfactions clients et donc à des problèmes. Après, il se peut que structurellement, il faille offrir des délais courts pour rester dans le paysage compétitif. Mais ça, c'est une question un peu différente. Voilà. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'influence entre les fonctions, je pense que la supply chain peut utiliser des exemples pour démontrer le caractère contre-productif de certaines prises de position unilatérales, finalement. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Elisabeth, parce que ça, c'est l'aspect un petit peu, j'allais dire, défensif, mais il y a aussi un aspect un petit peu offensif que la supply chain peut utiliser. C'était le cas chez Decathlon, chez les distributeurs que j'évoquais tout à l'heure de cosmétiques, c'est-à-dire je vais aller au-devant des gens du marketing, du commerce, de mon comité de direction, et dire voilà, on pourrait proposer ce nouveau type de service, nos supply chain, on est en mesure, si ça fait du sens pour le business, de proposer tel ou tel type de service. Et donc cet aspect un petit peu de dire voilà, je reviens sur un essai d'Elisabeth, je suis initiateur d'une réflexion sur l'évolution de nos produits et services et certainement un moyen d'accroître la contribution à la supply chain. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie finalement entre la volonté affichée des entreprises d'aller vers le développement durable et puis la réalité en fait des entreprises qui se fixent en priorité, je dirais, des objectifs économiques avant les objectifs de développement durable. Mais je crois qu'économique et durabilité ne sont pas antinomiques, Jean-Philippe. Oui, j'en suis convaincu. Est-ce que les entreprises l'ont bien intégré aussi dans leur raisonnement? Je pense que ça commence. Que ça commence. Oui. Le durable ne s'oppose pas à l'économique.
pour être durable, c'est ce que disait Elisabeth, il faut que l'entreprise dure déjà. Donc il faut qu'elle ait un niveau de performance économique qui fasse qu'elle puisse durer. Mais elle ne peut pas durer si elle se concentre effectivement et se contente de regarder entre ces quatre murs qu'est-ce qui fait qu'elle est performant. Oui. Elle ne peut durer, et dans l'environnement actuel, que si elle évolue et que derrière, si les supply chains évoluent. Oui. C'est une affaire de compromis en revanche. Oui. Un peu plus compliqué à faire, mais et de choix. Je prends l'exemple d'un acteur du luxe qui vient de retirer de son offre produit les peaux exotiques. Ouais. Parce que ça questionnait finalement sa contribution à la bientraitance animale. Donc il a peut-être cédé à une partie de pression, on va dire, de l'environnement, mais qui le fait pour des raisons d'image. J'ai aussi en tête une entreprise pour laquelle on travaille, un opérateur télécom, qui a introduit maintenant dans sa façon de faire la nécessité de récupérer des équipements, de les recycler, de leur donner une seconde vie, plutôt que de s'en débarrasser trop vite, trop tôt. C'est à la fois économique parce que ça évite de racheter des équipements neufs, et puis ça répond à des impératifs RSE qu'ils se sont fixés, via la prolongation de la durée de vie de ces équipements, en les réparant ou en les réinjectant dans le circuit d'utilisation. Eh bien, on répond à un objectif économique d'un côté et à un objectif environnemental de l'autre. Et tout ça est affaire de volonté, je pense aussi venant d'assez haut dans l'organisation, mais par rapport auquel la supply chain peut être force de proposition parce que sur le terrain et pouvant avoir des idées de ce type à concrétiser. Ouais. Pour autant, on est toujours dans la course au délai aussi, alors que c'est pas forcément toujours justifié. On est toujours aussi des fois dans le juste à temps, dans des livraisons qui sont quotidiennes alors qu'elles pourraient l'être. C'est clair. Même si je pense qu'il y a une prise de conscience maintenant qui commence à arriver, qui dit voilà, le délai c'est pas tout, ce qui est important, c'est aussi le créneau de livraison, puis ça ma capacité à tenir mes engagements. Et là, je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Par exemple, il reste effectivement drivé par les géants du e-commerce, cette vision de délai qui est un des éléments importants. C'est vrai. C'est vrai. Pardon, Hervé ? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la démarche ? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la démarche ? Mon expérience, c'est de développer cette maturité, cette prise de conscience qu'un positionnement de la supply chain en tant que fonction différent, ou à côté des autres fonctions, va vraiment apporter quelque chose. Et j'ai des exemples de clients qui ont mis des années avant d'appréhender ça, mais une fois qu'ils l'ont compris, ont en revanche progressé extrêmement vite. Mais cette transversalité, je crois, c'est effectivement sur lequel vous avez vraiment insisté tout à l'heure, la transversalité, le fait d'impliquer vraiment toutes les fonctions dans la démarche, ça c'est important. Et c'est corrélé aussi à la nécessité que cette supply chain soit vraiment le bras armé, j'allais dire, de la direction générale, quoi. Oui. Exactement. Et en fait, c'est difficile parce qu'on s'attaque au terrain finalement de l'intelligence collective. Comment faire en sorte que cette transversalité prenne corps, soit la priorité finalement de chacun des responsables de fonction, en plus des objectifs spécifiques de chaque fonction. Donc je pense que le frein majeur, c'est que chaque fonction est un peu concentrée légitimement sur ses objectifs propres et peut avoir des difficultés à prendre la vue d'hélicoptère nécessaire et suffisante. Mais quand on y arrive, là, les progrès peuvent être effectivement très importants. En fait, ce que je ressens, c'est que quand je commençais ce métier-là, finalement, je disais qu'une bonne supply chain, c'est une supply chain dont on ne parle pas. Donc, quand dans l'entreprise, on ne parlait pas de la supply chain, c'est que tout allait bien. Donc, c'était vraiment la fonction, entre guillemets, logistique de back-office. Et moins on en parlait, le mieux on se portait. Et c'est de faire le switch, c'est-à-dire maintenant, la supply chain a aussi une prise de parole à avoir, une contribution à avoir et à contribuer effectivement aux décisions d'entreprise. Et c'est vraiment ce switch qui est l'aspect parfois complexe, mais qu'on voit quand même de plus en plus souvent. Alors, on va peut-être prendre une dernière question, Hervé. Oui. Qu'en est-il de la fonction finance ? Est-ce que c'est un frein ou un facilitateur de cette démarche ? D'abord, elle est présente dans cette démarche. On ne l'a pas mentionné, mais clairement, la fonction finance est tout à fait présente dans la démarche. J'aurais tendance à dire que
même si parfois elle est perçue comme un frein, en fait, dans les faits, c'est un facilitateur. Parce que elle challenge, et je pense que c'est une bonne chose de challenger, de dire voilà ce que vous me proposez, quel est l'impact sur mon PNL, quel est l'impact sur mon BFR, quel est l'impact sur mon cash. Mais du coup, elle force à stimuler, à objectiver les choses et donc à prendre les bonnes décisions. Donc paradoxalement, ce qui pourrait être perçu comme un frein, moi je trouve que c'est plutôt une contribution pertinente et positive. Ouais, moi, je partage complètement cet avis. C'est un autre partenaire du business durable, la fonction finance. Voilà, par l'insistance qu'elle va apporter, la rationalité qu'elle va apporter, justement, et les preuves que le business est florissant ou pas suffisant, et que la réponse aux enjeux environnementaux est aussi suffisante ou pas. Mais pas toujours facile à l'embarquer quand même. Non, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, ouais. parce qu'elle a ses objectifs propres, et soit elle a conscience qu'elle peut justement être un influenceur utile vis-à-vis des autres fonctions, et elle joue ce rôle-là, soit elle ne le joue pas suffisamment, et elle sert moins bien l'entreprise. D'où la nécessité que la direction générale soit complètement impliquée et consciente également des enjeux Je pense. de la supply chain. Quand les déclics se font, c'est souvent à ce niveau-là, en effet. Merci à tous les deux. Merci à vous pour vos questions et votre attention. Écoutez, à très bientôt pour une nouvelle émission sur le plateau de Supply Chain Village. Très bientôt, d'ailleurs, dans une heure, un autre plateau sur un autre thème, la digitalisation au sein des entrepôts. Encore merci un sujet. Et merci à tous qui avaient suivi cette intervention et au plaisir d'en reparler avec vous si vous le souhaitez. Merci. Au revoir.